Donc, je vais vous parler aujourd'hui d'un travail en commun avec Benjamin Jourdain et Tony Lelièvre, qui sont à l'École des Ponts, et où il va s'agir d'étudier mathématiquement l'algorithme dit de métadynamique. Alors, pour vous parler de ça, je vais commencer par... si j'arrive à faire marcher ça. Bon, pas grave. Je vais commencer par une introduction assez générale sur la méthode de Monte-Carlo par chaîne de Markov, puisque la métadynamique est une variation autour de cette technique-là. Donc, pour commencer par fixer les idées et quelques notations, donc je vais commencer par des généralités là-dessus, et puis voilà, commencer à expliquer l'algorithme de la métadynamique. Et cet algorithme, on verra qu'en proposer une étude théorique complète, ça semble assez difficile, donc on va simplifier beaucoup de choses et identifier deux modèles, l'un en espace continu et l'autre en espace discret, où on arrive à dire des choses, montrer des théorèmes qui nous disent éventuellement dans quel cas est-ce qu'on peut espérer que l'algorithme proposé fonctionne bien. Donc je vais prendre un cadre assez général que je vais ensuite spécialiser en deux cas. Donc j'ai un espace que je note grand Z là, et puis j'ai une mesure pi sur grand Z, et ce qui m'intéresse, c'est de calculer des intégrales de fonctions contre cette mesure. Donc j'ai une mesure cible pi, et puis je veux calculer ça, et puis j'imagine que Z il est très grand, soit continu très grand, soit fini très grand, et donc c'est très compliqué de calculer ça explicitement. Alors, deux exemples. Un premier exemple de dynamique moléculaire. On imagine que Z encode toute la position d'une molécule, donc toutes les positions des atomes, les distances, etc. Et puis, on veut regarder une caractéristique de cette molécule. Et cette molécule, on considère que sa distribution est donnée par une mesure de Gibbs. Donc, elle a chaque configuration a une certaine énergie, et puis la probabilité d'observer une configuration est donc proportionnelle à l'exponentielle de moins cette énergie divisée par la température. Et donc on essaye de calculer des intégrales par rapport à une mesure cible de ce type-là, de type mesure de Gibbs. Donc ça, c'est un premier cadre. Un autre cadre d'application, un cadre plus statistique, on prend grand Z un ensemble de paramètres. Alors ça peut être pour un modèle très simple, le paramètre d'un pile ou face, ça peut être l'ensemble des paramètres énormes d'un réseau de neurones sur lequel vous voulez travailler. Et puis vous avez une fonction de ces paramètres. Et dans l'approche bayésienne, vous allez vous donner une mesure a priori sur ces paramètres. Vous allez faire des observations. Et ensuite, ça va vous définir une mesure a posteriori sur les paramètres. Donc dans cette formule-là, vous connaissez ce terme-ci, puisque vous l'êtes donné, vous connaissez ce terme-ci qui vient des observations, et puis maintenant, vous voulez calculer des intégrales contre ça. Et là encore, c'est quelque chose qui est difficile, voire impossible à faire explicitement, et donc il faut trouver une solution pour calculer approximativement ces choses-là. Donc la méthode de Monte-Carlo la plus classique, qu'on connaît bien, c'est d'utiliser la loi des grands nombres et le théorème limite central. Si jamais j'arrive à simuler ma loi pi, que je cherche contre laquelle je cherche des intégrales, j'applique la loi des grands nombres, je simule mes ZI, et puis je fais la moyenne, et puis ça me donne à peu près l'espérance, et j'ai un contrôle de l'erreur en 1 sur racine de n. Et puis je connais bien la variance qui apparaît là, qui est juste la variance de mon observable. Donc jusqu'ici, tout est très classique. Alors évidemment, on le sait bien, cette méthode ne marche pas très bien, mais quand on n'a rien de mieux, on l'utilise quand même. Et donc la question, c'est est-ce qu'on peut faire encore pire que cette méthode ? Des fois, on est obligé, parce que évidemment, simuler pi exactement, ce n'est pas toujours possible. Donc la méthode de Monte-Carlo par chaîne de Markov va consister à essayer de trouver une dynamique sur l'espace Z qui admet notre mesure cible comme mesure invariante. Donc en temps long, la loi de mon processus va ressembler à cette loi pi. Et puis je vais pouvoir utiliser ça pour calculer approximativement des intégrales. Donc qu'est-ce que j'ai ? J'ai mon espace Z, j'ai ma fonction U, j'ai ma mesure cible pi de Z, proportionnelle à l'exponentielle moins U. Et puis,
là, je vais donc proposer deux petits modèles pour ensuite motiver le modèle continu et le modèle discret. Alors, le premier modèle classique, utilisé par exemple en dynamique moléculaire, c'est la dynamique de Langevin. Alors, je vais la prendre suramortie, là, il n'y aura pas de composante en vitesse, là. Donc, je regarde cette équation différentielle stochastique. Donc, je suis le gradient de mon potentiel, et puis je rajoute un bruit que je normalise comme il faut. Donc, je peux voir ça du côté EDS ou du côté EDP. Donc ici, je l'écris du côté équation différentielle stochastique. J'ai un générateur qui est laplacien moins grade du scalaire grade. Et puis, c'est facile de vérifier que la mesure qu'on veut, la mesure cible, est invariante et même réversible par rapport à cette dynamique. Donc si je fais évoluer mon processus Z avec cette dynamique, je descends le gradient et puis je rajoute du bruit là, je vais bien avoir, sous des hypothèses assez raisonnables, une convergence vers cette mesure cible. Et donc je vais pouvoir utiliser ça pour calculer mes intégrales. Alors un exemple avec lequel vous êtes peut-être un petit peu moins familier et dont j'aurai besoin après pour définir le modèle discret. Je prends maintenant un ensemble fini, Z, et puis j'essaye de faire un petit peu un analogue de ma diffusion qui était juste avant. Donc qu'est-ce que je fais? C'est un ensemble fini, donc mon processus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauter d'un point à l'autre de mon ensemble fini. Il n'a pas trop le choix. Et je vais prendre un temps continu. Donc il saute, mais il ne saute pas à des instants entiers, il saute à des temps quelconques. Et comment je vais faire ça? Je vais me donner une famille de taux de saut. Donc pour chacun des couples Z et Z' de mon ensemble fini, je me donne un réel lambda de ZZ' positif. Et puis quand je suis en Z, je veux savoir qu'est-ce qui va se passer après. Je regarde tous mes voisins, je regarde tous les sauts vers tous les taux vers tous mes voisins. Et pour chacun de ces voisins, je vais tirer une variable aléatoire de loi exponentielle. Donc je vais tirer un temps aléatoire. Et puis, parmi tous mes voisins, il y a un temps qui sera le plus petit. Il y a une horloge. Je mets une horloge sur chacune des arêtes qui me mènent à mes voisins. Et parmi toutes ces horloges, il y en a une qui sonne en premier. Et celle-là me dit « Ah, tu dois aller là à ce moment-là ». Donc ça me définit quelque chose qui se balade en temps continu sur un espace fini. Et puis, j'ai évidemment la liberté de choisir mes taux de saut, lambda de ZZ', là. Et c'est relativement facile de voir, on va le voir juste après. Donc, ces taux de saut, lambda de ZZ', ils apparaissent si on écrit le générateur du processus. Donc, une autre façon de dire ce que je viens de dire avant, c'est que si jamais je suis en Z, je me demande quelle est la probabilité sur un tout petit intervalle de temps d'aller en Z'. Ça, je dis juste que c'est lambda de ZZ' fois la longueur de l'intervalle de temps. Je peux associer à cette dynamique-là un générateur, donc qui n'est plus un opérateur avec des dérivés, bien sûr, puisque je suis sur un espace discret, donc c'est un opérateur de différence qui est là. Et puis, c'est assez facile de voir que je peux choisir mes lambda de ZZ' de façon raisonnable par rapport au U, qui est le potentiel que je cible, pour que la mesure exponentielle moins U soit invariante et même réversible par rapport à ma dynamique. Donc je peux jouer le même jeu qu'avec la dynamique de Langevin. J'ai une espèce d'analogue discret. Et donc ça, si je choisis un lambda de ZZ' qui est exponentiel de U de Z fois phi de ZZ' avec une fonction phi symétrique, à ce moment-là, ça va marcher. Donc j'ai une certaine liberté, et l'exemple classique que je vais utiliser après, c'est une des façons d'écrire l'algorithme de Metropolis-Hastings. Donc je prends comme taux de saut, si je suis en Z, quel est mon taux pour aller en Z'? Je demande à ce que Z' soit voisin de Z pour une certaine structure de graphe. Et puis, si jamais le U de Z' il est plus grand que le U de Z, je vais avoir un taux qui va être faible. Donc ce truc-là va être positif. Donc ici, je vais avoir un taux faible. Donc je vais avoir pas beaucoup tendance à remonter la pente. Et par contre, si U de Z' est beaucoup plus petit que U de Z, si dans mes voisins, il y en a un qui a une énergie beaucoup plus petite, là, je vais avoir au contraire très envie d'y aller. Donc c'est vraiment l'analogue d'une descente de gradient en continu. Alors dans ces deux cadres, à la fois continu et discret, sous des conditions
relativement faibles et qui seront relativement faciles à vérifier dans les cas suivants. On a l'analogue de la loi des grands nombres et du théorème limite centrale. Donc un théorème ergodique, si je fais, donc dans ces deux cas, j'ai pris un temps continu, donc je remplace mes sommes par des intégrales en temps. Donc 1 sur t l'intégrale de 0 à t de phi de zs ds converge vers ce qui m'intéresse. Et puis je peux aussi avoir une estimation de l'erreur via un théorème limite centrale. Alors la différence ici, c'est que la variance qui apparaît dans ce théorème limite centrale ne dépend pas que de phi et de la mesure pi comme avant, mais dépend évidemment de la façon dont j'ai construit mon processus. Donc il y a des processus qui vont être plus ou moins bons pour avoir une bonne variance dans mon estimation de l'espérance. Donc j'ai fait une petite simulation du modèle discret. Donc ce que j'ai représenté ici en rouge, c'est donc en abscisse, c'est l'espace fini là, et en rouge, c'est la valeur du potentiel. Donc je suis en train de me balader dans un paysage montagneux qui a cette tête-là, et puis je commence au fond de la vallée là, et je fais tourner ma dynamique à temps continu dans cet espace discret. Et puis là, vous voyez que c'est bien sympathique, mais elle bouge quand même pas beaucoup, ma dynamique. Donc elle reste super longtemps le point tout en bas, là. Et puis il y a une autre zone là, qui a l'air sympathique, qui est de l'autre côté de la barrière, là. Mais comme il y a une barrière, justement, comme mon processus est ici, il n'a pas franchement envie de monter toute cette barrière de potentiel, là. Et donc il fait des allers-retours dans la petite zone. Et puis peut-être à un moment, quand même, à la fin, il va finir par réussir à sauter la barrière. Une fois qu'il a commencé à la sauter, il va très très vite tout en bas. Et il arrive là. Donc sur cet exemple simple, là, on voit qu'il peut y avoir plusieurs problèmes quand on implémente ça numériquement. Donc le premier, c'est que on a ce théorème ergodique qui nous dit que ça doit converger, mais suivant l'endroit d'où on part, il peut y avoir un énorme biais au départ, parce qu'on va passer beaucoup de temps dans une région qui peut être isolée, qui peut être un petit puits quelque part et dont je n'arrive pas à sortir. Et puis, même si j'ai réussi à en sortir, à la fin, on a vu que la variance dépendait de la corrélation entre le processus au temps 0 et le processus au temps t. Et donc, si les x restent très corrélés les uns avec les autres, je vais avoir une variance qui va être catastrophique. Donc, c'est deux problèmes classiques quand on fait du Monte Carlo par chaîne de Markov. Et c'est pour contourner ces problèmes-là qu'a été introduite la méthode de métadynamique. Donc il y a beaucoup de solutions qui ont été proposées pour contourner ces problèmes fondamentaux de la méthode de Monte Carlo. Et l'idée qui est suivie ici, c'est d'essayer de rajouter de la mémoire pour se dire, on était dans le puits du milieu, là, ok, on sait qu'on l'a bien visité, maintenant il serait peut-être temps d'aller voir un petit peu ailleurs pour voir ce qui se passe. Donc je vais enregistrer ma position actuelle, et puis je vais aussi garder une certaine mémoire des états que j'ai visités pour essayer de me forcer à aller voir ailleurs. Alors pour se forcer à aller voir ailleurs, je vais spécifier un petit peu le cadre. Je vais supposer que mon espace Z, là, c'est un espace produit, x croix y, et puis je suppose que le x, c'est une variable qui a du mal à bouger, et au contraire, le y, c'est une variable assez facile à bouger. Donc je suppose que j'ai trouvé une bonne, on dit parfois une bonne coordonnée de réaction. Donc il y a les différences de mon potentiel sont principalement dues au fait que je change de x, et par contre en y, j'imagine qu'il n'y a pas trop de différence. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est que j'ai donc mon potentiel qui a un u de z, donc un u d'xy, et puis je vais m'autoriser à le modifier. Donc je prends une fonction quelconque, grand V, et puis je pose u' d'xy égale u d'xy moins v de x, avec un v qui pour l'instant est totalement arbitraire. Et puis je fais tourner mon processus, donc il peut être discret ou continu, ça change rien là, donc soit la diffusion, soit la marche.
dans ce nouveau potentiel U'. Donc j'ai biaisé, j'ai changé la dynamique. Et puis, du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça va m'échantillonner une nouvelle mesure d'équilibre qui est la même qu'avant, sauf que j'ai perturbé par ce terme V de x là. Okay, donc l'équilibre de Z' de mon nouveau processus, c'est exponentielle de moins U d'xy plus V d'x. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est, imaginons que mon but ce soit d'estimer une fonction phi, et je vais calculer psi de xy égale phi d'xy fois exponentielle de moins V d'x. Donc qu'est-ce que je fais? J'applique mon théorème ergodique, je fais tourner ma nouvelle chaîne, mon nouveau processus x', enfin Z', x', y', et puis le long de la trajectoire, j'enregistre phi de x', y' fois exponentielle de moins v d'x'. Et je fais la moyenne en temps. Alors si tout se passe bien, si je peux appliquer le théorème ergodique à mon nouveau processus, Z', ça devrait converger vers l'intégrale de ma fonction phi fois exponentielle moins v contre la mesure invariante du nouveau processus. Donc ça devrait converger vers le terme qui est ici. Et puis maintenant, si je regarde ce terme-là dans les yeux, exponentielle de moins v d'x' fois dpi', j'ai tout fait pour que ce soit à peu près ma mesure de départ qui était pi proportionnelle à exponentielle moins u. Donc finalement, si je fais tourner ma dynamique que j'ai changée par ce potentiel v là, j'arrive quand même à calculer des choses qui ressemblent à ce que je veux. Alors il reste le produit des fonctions le quotient des fonctions de partition là, mais ça c'est pas très très grave parce que si on applique le même raisonnement à la fonction phi égale 1, ici on se rend compte que intégrale de 0 à t exponentielle de moins v de x', par exactement le même raisonnement là, va converger vers z de u sur z du'. Donc du coup, la morale de ce truc-là, c'est que si jamais j'arrive à simuler le processus Z', et qu'il est suffisamment sympathique pour que je puisse appliquer mes théorèmes ergodiques, je peux utiliser Z' pour calculer des espérances suivant pi. En disant, je modifie ma fonction en la multipliant par exponentielle moins v d'x', et puis après je corrige avec le quotient des fonctions de partition, et ça me donne bien quelque chose qui converge vers ce qui m'intéressait au début. Donc là, il y a une justification du biaisage, donc on peut voir ça comme aussi une application de la technique d'échantillonnage d'importance. Et la question quand on fait ça, évidemment, c'est bien gentil de faire ça, il y avait une liberté complète sur le grand V, mais comment choisir le grand V pour que ça marche? Est-ce qu'il y a des bons choix? Est-ce qu'il y en a des mauvais? Est-ce qu'on peut vraiment améliorer les choses en faisant ça ou pas? Alors, il y a une espèce de sagesse populaire qui dit que si tout se passe bien, donc si je suis vraiment dans le cadre que j'ai dit où le x, j'ai deux variables x et y, et puis c'est vraiment le long de x qui se passe les choses importantes, la sagesse populaire dit que le bon choix pour V, c'est une certaine énergie libre, donc que je définis, alors ici j'ai pris un formalisme discret, mais ça marche la même chose en continu, par donc, exponentielle de moins grand f égale la somme des exponentielles de moins u d'xy sur tous les y. Donc je fixe x et je fais la somme des exponentielles de moins u d'xy, et puis je prends moins le log de ça, et donc ça me donne un certain grand f. Alors pourquoi est-ce qu'on se dit que ça peut être une bonne idée de faire ça? Je vous rappelle, l'image c'était que tous les gros puits de potentiel, ils étaient sur la variable x là. Et alors maintenant on a transformé, on va biaiser par ce choix grand F là, et on va introduire notre dynamique biaisée, qui va avoir pour équilibre une mesure pi'. Et puis si on regarde la mesure pi', tout est fait pour que cette mesure pi', en fait, elle soit plate en x, c'est-à-dire que si vous regardez la marginale en x de ma nouvelle mesure d'équilibre, de mon processus biaisé, j'ai quelque chose qui est plat. Donc au départ, le x, c'était ce qui gouvernait les grosses transitions, donc quelque chose de très irrégulier. Et puis là, je mets juste ce qu'il faut pour que le nouvel équilibre soit plat en x, et donc j'imagine que du coup, je vais mieux visiter x avec cette
avec cette dynamique x', y', et donc j'ai des chances d'améliorer les choses, d'échapper un petit peu au piège de tout à l'heure. Alors ça marche parfaitement bien si on imagine que le potentiel U de Z, là, c'est juste une somme. Donc on a l'espace produit Z égale x fois y, et puis on suppose que U d'x, y, c'est V d'x plus W d'y. Et puis, si on fait les calculs à ce moment-là, on se rend compte que tout est fait pour que le F il supprime exactement le V. Et donc, on a complètement annulé le potentiel. On se retrouve avec quelque chose de complètement plat sur la variable x. Il n'y a pas de puits, et donc évidemment, ça va mieux marcher que s'il y a beaucoup de puits. Donc, dans le cas indépendant, cette heuristique marche bien. OK. Donc, pour résumer, là, cette histoire de biaisage, comment ça se passe? Il y a un premier pas à faire que je n'ai pas encore fait, qui est essayer d'apprendre cette fonction grand F, cette énergie libre, là. Comment on peut la trouver? Et puis, une fois que je l'ai, je peux maintenant l'utiliser pour faire mon processus biaisé, qui sera normalement à peu près plat dans la direction x, et du coup, qui sera, j'espère, meilleur, et qui fournira une meilleure variance, en particulier une variance plus petite. Alors, il y a... Pour choisir le potentiel des paysages, ça ressemble vraiment beaucoup à l'importance sampling. C'est complètement de l'importance sampling, oui. Normalement, il y en a le choix, on peut essayer de trouver ce qui a de trouver le meilleur choix possible en regardant la variance. Le meilleur choix étant théorique et très difficile à utiliser. Ça ressemble à quoi si on regarde la variance, on essaie de minimiser la variance parmi les choix possibles? Alors... L'ANSATS, ça ne va pas ressembler à l'ANSATS, hein, mais l'ANSATS, la recette énergie libre est une recette empirique qui fonctionne. Hein, mais ça me semble très éloigné de ce qu'on trouverait... ce qu'on trouverait en minimisant exactement la variance. Alors, il y aura peut-être un semblant de réponse dans la suite où on va dire, on va donner une condition qui sera encore un petit peu empirique, mais qui va permettre de dire au moins quand est-ce que ça marche bien. Si on reprend un exemple, ce que tu veux, c'est que tu veux écrabouiller les barrières de potentiel. Oui. Hein, c'est d'où l'idée de l'aplatir. Oui, tout à fait. Voilà. Mais donc, ce qui est caché un petit peu derrière, c'est que j'ai caché dans le cadre que les grandes barrières de potentiel étaient gouvernées par X et pas par Y. Donc il y a là une espèce... Enfin, il y a énormément de questions à se poser et à suivre là-dessus. OK, donc avec cette méthode effectivement d'échantillonnage d'importance, on a à peu près les phases 2 et 3 là, et il nous reste la question d'arriver à apprendre ce grand F là. Donc avant de dire en détail, je mentionne quelques noms de méthodes. Donc il y a une grande galaxie de méthodes autour de ces idées-là, avec diverses variantes. Et il y a un bon survol mais déjà très très détaillé de Tony et Gabriel Stolz, qui raconte un petit peu toutes ces méthodes-là. Donc nous, dans la suite, on va se concentrer sur cette question d'apprendre le F et introduire donc, à proprement parler, l'algorithme métadynamique dont le but est de faire ça, d'apprendre l'énergie libre. Donc le cadre dans lequel la méthode a été introduite par Bussy, Laillot et Parinello, c'est le cadre classique de diffusion. Donc je reprends ma diffusion de Langevin sur amorti là. Et alors quelle va être l'idée? L'idée va être de modifier le potentiel au cours du temps. Donc comme j'ai dit précédemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter de la mémoire à mon processus. Donc avant, j'avais juste mon ZT spatial là. Et puis je vais enrichir mon processus avec une mémoire que je vais appeler LT. Et LT, qu'est-ce que ça va faire? Déjà, ça va dépendre ça va être une fonction de x. Donc ça va dépendre que de x. Dans l'algorithme d'origine, c'est quelque chose qui change qu'à certains instants déterministes, les multiples de taux. Et donc à chaque intervalle de temps taux,
ce que je vais faire, c'est que je vais regarder où je suis actuellement. Alors, je suis en un certain point grand X n plus 1 taux. Ma première coordonnée est en ce point-là. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter à ma fonction L un noyau gaussien centré en mon point actuel. Donc, au début, j'ai la fonction 0, disons. Et puis, je laisse mon processus se balader pendant un tantôt, j'arrive à une certaine position en X, et là je dis, OK, maintenant, je rajoute à LT un profil gaussien centré en ce point-là. Et puis, je continue à faire évoluer le processus, mais maintenant, il évolue dans le gradient de U plus LT. Donc j'ai changé ma dynamique, et puis il va arriver à un nouveau point, et puis au bout d'un nouveau tantôt, je vais encore rajouter un profil gaussien. Donc tous les intervalles de tantôt, ma fonction LT, elle évolue par, j'ajoute un tas de sable gaussien autour du point actuel où je suis. Donc mon processus, il a toujours sa composante spatiale, il est enrichi maintenant de sa composante mémorielle qui est une variable fonctionnelle, qui augmente comment ? J'ai déposé du sable à l'endroit où j'étais. Donc, pour les valeurs de x qui sont proches des endroits visités par xt. Donc finalement, qu'est-ce que ça fait ? Après, ce que je vais suivre, le zt, là, entre deux moments où je rajoute du sable, la dynamique qui suit, c'est, au bruit près, c'est il descend le gradient de u plus lt. Donc il n'a pas envie d'être aux endroits où lt est grand. Donc j'ai déposé un gros tas de sable là où j'étais, et puis j'ai envie de descendre le tas de sable, j'ai envie de fuir les endroits que j'ai déjà visités. Donc c'est là qu'interviennent les processus autorépulsifs. Je vais être repoussé par la mémoire des endroits que j'ai déjà visités. Et alors l'espoir, c'est que quand je fais ça, l'évolution de mon LT là, va apprendre l'énergie libre grand F. Et donc je vais faire tourner cet algorithme de métadynamique un certain temps. Ça va me fournir une estimation d'un grand F, et ensuite ce grand F, je vais pouvoir l'utiliser pour refaire ce qui était marqué avant, donc la mécanique de l'échantillonnage d'importance. Donc j'ai cité Wikipédia pour avoir une idée de l'idée que les gens se font de comment marche la méthode. Et donc on trouve cette phrase, donc à temps de simulation infini, donc en temps long, quoi. Le biais de potentiel accumulé, donc le LT là, converge vers moins l'énergie libre. Donc on imagine que le LT plus F va être plat et que donc le LT a pris moins F et que donc tout ira bien puisque le LT c'est quelque chose que j'enregistre quand je fais tourner mon algorithme. Alors, bon, ça ne peut pas être exactement vrai, évidemment, parce que LT il continue à augmenter tout le temps. Hein. Je passe mon temps à rajouter des profils gaussiens à ma fonction, donc bon, il faut que je normalise, mais ça, c'est pas un problème. Un autre truc qui ne peut pas se passer, c'est qu'il ne peut pas y avoir vraiment convergence, parce que si on regarde bien les choses, si je regarde le L, le profil, et que j'enlève gamma n, donc que je normalise, je tombe sur quelque chose d'homogène. Et du coup, ça n'a aucune chance de converger presque sûrement, ça va forcément osciller, à moins qu'il y ait vraiment une dégénérescence. Et du coup, la convergence complète n'est pas possible. Par contre, je peux espérer que, OK, ça ne converge pas, mais ça oscille autour de la bonne valeur. Et donc, c'est ça qu'on va essayer de montrer. Donc, je vais commencer par raconter un modèle continu. Alors, en fait, dans l'histoire, on s'est rendu compte que ce modèle continu, on a commencé par travailler sur ce modèle continu de manière très formelle. On n'arrivait pas à mettre toutes les choses complètement d'équerre, donc on a introduit le modèle discret dont je vous parlerai après. Et puis après, on s'est rendu compte que le modèle continu avait déjà été étudié, mais sans évidemment que les auteurs se rendent compte qu'ils parlaient de la même chose. Donc là, je vais vous raconter le modèle continu et puis les résultats obtenus sur ce modèle continu par des gens qui ne savaient pas qu'ils étaient en train d'étudier un modèle jouet de la métadynamique.
Donc je vais commencer à simplifier les choses. Alors bon, déjà, il y a beaucoup de paramètres là dans l'histoire, en particulier dans le vrai algorithme. Quand est-ce que je dépose mes profils, qu'est-ce que je choisis comme profil, quelle intensité je mets, etc. Donc je vais faire beaucoup d'hypothèses simplificatrices, ce qu'avaient fait d'ailleurs déjà Bussy, Laillot et Parinello quand ils ont essayé de justifier un peu formellement leur algorithme. Et donc l'hypothèse la plus grosse, là, et qui est aussi reliée à la question de tout à l'heure, c'est l'hypothèse de séparation adiabatique des échelles de temps, où en gros on suppose que, alors non seulement les puits en Y qui sont petits par rapport aux puits en X, mais j'ai aussi une dynamique tellement rapide sur Y que en fait, si je regarde X tout seul, ça reste markovien et je peux oublier Y. Alors ça, c'est super pratique pour l'étude, évidemment, parce que le biais que je rajoute, je vous rappelle que je m'autorisais à le rajouter que sur la composante X. Donc là, c'est pratique, je rajoute un biais sur tout le monde, puisque j'ai oublié Y. Donc, dans la suite, on va oublier cette composante Y. Pour homogénéiser les choses, plutôt que faire des dépôts à des temps discrets, je vais faire un taux continu de dépôt. Et puis, je vais prendre des espaces simples, à la fois en discret et en continu. Alors l'espace simple en discret, là, donc une formalisation proposée par Bussy, Laillot et Parinello, c'est l'espace simple en continu, pardon, c'est de prendre juste le cercle continu. Donc j'ai oublié le Y, donc j'ai juste ma position xt qui se balade sur le cercle. Et je regarde la dynamique suivante. Alors le dxt, il se balade sur le cercle. Alors pareil, il suit le gradient de ut. Le ut, c'est quoi? C'est un u de départ, un u de x, là, plus l'espèce de profil de temps local, là, le lt de x. Donc pour le dxt et le ut, il n'y a pas de problème. Les problèmes arrivent sur la dynamique du lt. Donc le lt, c'est censé être mon profil de temps local, là, et il est censé augmenter à l'endroit où je suis actuellement. Donc quand t augmente un peu, normalement, la fonction lt devrait augmenter à l'endroit où est xt. Alors une façon d'écrire ça très formellement, c'est de dire, bon, bah, la dérivée du lt en x, c'est la mesure de Dirac en grand xt. Donc delta en xt moins point, là, c'est la mesure de Dirac en xt. Donc ma fonction évolue en essayant de rajouter un Dirac à l'état, à l'endroit où je suis. Alors bon, bah ça, c'est pas super évident à manier, évidemment. Donc une façon de rendre ça traitable, c'est de passer en Fourier. On est sur le cercle, on a tout fait pour que ça se passe bien. De remplacer la mesure de Dirac par une approximation en Fourier et de remplacer la variable fonctionnelle LT, qui est un petit peu pénible à manipuler, par, là aussi, sa décomposition en Fourier. Alors, pour pouvoir écrire des choses relativement simples, là, je vais écrire une décomposition tronquée. Donc, je vais en fait ne garder que, dans le Dirac, voilà, je garde que les grands N premiers termes, et puis le LT, lui aussi, je vais dire, bon, bah, ok, du coup, j'écris LT comme sur la base de Fourier avec 2n coefficients. Et alors, quand on fait ça, on rentre ça dans l'équation d'au-dessus, là, et puis on arrive à sortir une équation, à faire les calculs, et on tombe sur cet objet-là. Alors, ça peut faire un petit peu peur, mais c'est pas si compliqué que ça. Donc, il y a le xt, c'est ma position sur le cercle, et après, ma mémoire, je l'ai donc codée par ces coefficients de Fourier qui sont juste du coup des réels qui se baladent dans R, c'est les alpha k et les bêta k. Donc j'ai une EDS qui est en dimension 2n plus 1, parce que j'ai grand N coefficient alpha k, grand N coefficient bêta k, et puis j'ai mon x qui est sur le cercle. Et puis, en fait, l'évolution des alpha k et des bêta k est assez simple quand on fait le calcul. Elle dépend juste de la position actuelle. Alors là, c'est une typo, hein, il faut remplacer zt par xt partout. Le xt est la position
mon processus sur le cercle. Donc les coefficients de Fourier de la mémoire évoluent de façon assez simple, et puis la position elle-même, c'est juste, je fais le calcul de tout à l'heure, hein, j'évolue avec le gradient d'un potentiel, et puis le gradient du LT lui-même. Donc on fait les calculs, et puis c'est cette équation-là qui sort. Alors là, il y a un terme, je ne rentrerai pas énormément dans les détails, mais il y a un terme résiduel, un gradient UN de ZT, là, qui vient du fait que peut-être que mon potentiel de départ, là, en fait, il ne se décomposait pas complètement en Fourier. S'il ne se décompose pas complètement en Fourier, bah, du coup, il en reste une trace là, dans ma dynamique à la fin qui peut poser problème. Mais alors bon, même si on imagine qu'il n'est pas là, ce système-là, alors il a l'avantage d'être bien défini, d'être facile à définir, c'est juste une EDS en dimension 2n plus 1. Mais par contre, si on regarde bien, le bruit n'intervient qu'à un seul endroit. Donc il n'intervient que sur le xt. Il n'y a que là que j'ai du bruit. Et par contre, l'évolution de la mémoire, elle, il n'y a pas de bruit intrinsèque dessus. Du coup, ce système-là n'est pas si évident que ça à étudier. On retrouve les questions classiques d'hypocoercivité, où il faut arriver à montrer que si on veut que ce truc-là converge vers un équilibre, il faut que le bruit sur la position xt se propage suffisamment bien aux autres composantes du système, et ça, c'est loin d'être évident. Donc le petit historique du modèle. Donc, le modèle formel où j'ai juste mesure de Dirac là, était dans un article de Bussy, Laillot et Parinello. Et puis Benaïm, Ciotir et Gauthier, en s'intéressant à des diffusions autorépulsives, sont tombés sur le même processus, donc sur le processus en dimension finie, là, sans forcément faire le lien. Et on réussit à dire des choses très intéressantes dessus en utilisant donc, des techniques d'hypocoercivité, les travaux en particulier de Dolbeau, Moe et Schmeiser. Et ils arrivent à obtenir que si jamais le UN de tout à l'heure est 0, donc si mon potentiel de départ se décompose sur un nombre fini de modes de Fourier, à ce moment-là, ma dynamique se comporte bien, elle a un équilibre qui est explicite, une mesure d'équilibre explicite, et puis elle converge vers cet équilibre à une vitesse exponentielle. Du coup, ça permet de justifier dans ce cadre-là qu'on va arriver à apprendre l'énergie libre par cette méthode-là. Alors après, si on veut vraiment rester en dimension infinie, arriver à poser le problème en dimension infinie, bah là, c'est beaucoup moins évident, et ne serait-ce que l'existence d'une dynamique, c'est déjà pas évident, et après, montrer qu'il y a une seule mesure invariante et qu'on converge vers elle, ça paraît difficile. Donc ça, c'est une approche qui est donc par des techniques d'hypocoercivité. Donc on regarde le générateur, on décompose en une partie symétrique, une partie antisymétrique, et puis on essaye d'étudier ça de manière assez fine. L'étude qu'on a réalisée, nous, plus en détail, c'est l'étude du modèle discret, et qui va du coup faire intervenir des techniques qui vont être assez différentes. Donc quel est le modèle ? On a lutté un petit peu pour trouver un modèle où on arrivait à dire effectivement des choses, mais finalement ça marche assez bien. Donc on garde l'hypothèse de séparation adiabatique, sans laquelle on n'arrive pas à faire des choses. Donc je considère xt dans un espace fini, et puis définir le processus, là c'est assez simple, c'est même plus simple qu'avant, parce que sur un espace fini, si je veux regarder la mémoire, il y a un choix assez naturel à faire qui est de dire j'enregistre le temps que j'ai passé dans chacun des états. Donc là, il n'y a pas trop de questions à se poser. Le LT de X, il n'y a pas d'histoire de convoler avec des noyaux, etc. J'enregistre juste combien de temps j'ai passé en X entre les temps 0 et T. Et puis du coup, ça me donne un algorithme assez naturel, analogue de la métadynamique, qui est de dire LT évolue comme ça, la mémoire évolue comme ça, et puis le XT, je vais le faire évoluer par une marge discrète, la marge que j'avais évoquée tout à l'heure, par exemple Metropolis Hastings, mais dans un potentiel U plus LT, donc le potentiel lui-même qui bouge. Alors à quoi ça ressemble ce truc-là ?
j'ai repris le même potentiel que tout à l'heure, là. Donc j'ai la position de ma particule qui va être le point rouge. Et puis ce qui se passe, c'est que j'ai le temps LT que j'enregistre au fur et à mesure, et je marche dans le potentiel qui est le potentiel de base plus le LT. Donc le LT, je vais le représenter en bleu, là, et au fur et à mesure, il va augmenter là où est mon point actuellement. Et comme je marche dans le potentiel plus le LT, en fait, le bleu, ça va peu à peu remplir les trous de mon potentiel de départ. Donc je pars dans le petit trou, et puis là, très rapidement, en fait, comme j'arrête pas de déposer du sable là où je suis, je remplis mon trou, je vais aller visiter l'autre trou, je le remplis aussi, et puis là, il me reste la grande zone à remplir, là. Donc ça me prend un petit peu de temps, mais je finis par le faire. Et puis, au bout de ce temps-là, là, j'ai atteint une sorte de régime stationnaire où je vais continuer à me balader partout sur mon espace, et puis voilà, continuer à rajouter du... Donc je continue à avoir de l'oscillation, hein, bien sûr, mais j'oscille autour d'une somme qui est plate, quoi. Le potentiel de départ en rouge plus les temps locaux en bleu se mettent à, cette somme-là, renormalisée, se met à osciller autour d'un truc plat. Alors cette image-là, elle est assez parlante, et on se dit, mais ok, ça ne peut que bien se passer, ce processus-là, et ça devrait être facile de montrer que ça se passe bien. Et puis après, on essaie de montrer vraiment que ça se passe bien, et puis là, on souffre un petit peu plus. Donc, les avantages de ce modèle-là, c'est que le processus est maintenant beaucoup plus simple, hein, parce que j'ai juste un xt qui a un index fini, entre 0 et n, là, sur le modèle d'avant, et puis il n'y a aucun choix, enfin, il n'y a essentiellement pas de choix de paramètres. Donc j'enregistre juste la position et puis autant de réels qu'il y a de sites. Alors si on regarde bien, le processus qu'on obtient là, donc j'ai xt qui est la position, donc dans la suite je vais prendre juste le segment, enfin ce que j'ai dessiné juste avant, c'est-à-dire que le x va évoluer sur le segment 0n. Et puis le lt, comme ce qui compte en fait, c'est pas vraiment le lt lui-même, mais plutôt le lt moins une constante, c'est en fait la même chose de regarder, et puis c'est un petit peu plus facile après, de regarder plutôt que le lt, de regarder les différences, le gradient de lt, le gradient discret de lt. Donc j'introduis dt qui est juste le temps passé en x plus 1 moins le temps passé en x. Donc mon nouveau processus, c'est ma position, et puis le gradient discret du temps que j'ai passé en chacun des points. Et alors si on regarde bien ce truc-là, qu'est-ce qu'il fait ? Tant que xt ne bouge pas, tant que la position ne bouge pas, le lt, il va juste augmenter au point où je suis actuellement, et tous les autres ne vont pas bouger. Et donc le dt, il va bouger en 2 points, quoi. Si actuellement je suis en x, il y a dt de x qui va bouger, et puis il y a dt de x moins 1 qui va bouger, et c'est les deux seuls trucs qui vont bouger. Et le reste ne bouge pas. Et en plus, ils vont bouger de manière déterministe, parce que là, tant que je reste en x, ça augmente à vitesse 1, et puis enfin, tant que je reste en x, ça diminue à vitesse 1. Tant que je suis en x plus 1, ça augmente à vitesse 1. Donc tant que le x ne saute pas, toutes les variables qui m'enregistrent ma mémoire, en fait, elles évoluent d'une manière déterministe. Et puis au bout d'un moment, mon x, il va se dire, il est temps que je saute. Donc là, j'ai un saut aléatoire qui va dépendre de tout, de ma position actuelle et du lt. Et puis je vais sauter à un autre endroit, et une fois que j'aurai sauté à cet autre endroit, je reprends une dynamique déterministe. Donc ce modèle simplifié discret, là, on retombe sur un processus de Markov qu'on appelle déterministe par morceau, sur lequel il y a eu pas mal de travaux, et j'ai aussi pas mal travaillé là-dessus ces dernières années. Et donc on a pas mal d'outils pour étudier la façon dont ça se comporte. Et un des problèmes souvent qui apparaissent quand on étudie ces processus-là, c'est un peu le même genre de problème que l'hypocoercivité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de bruit. Donc le seul bruit, il est au moment où on saute, là, et le reste du temps, on est déterministe, et pour obtenir des mélanges, c'est pas toujours très, très facile. Donc il y a souvent du travail à faire pour réussir à montrer que les processus mélangent bien et convergent bien.
Donc finalement, qu'est-ce qu'on a là? On a un processus de Markov qui est homogène. Une fois que j'ai pris les différences, là, ça me donne une dynamique qui est homogène, avec une composante discrète et puis une composante dans Rn, qui sont donc les différences de temps locaux. Et là-dessus, je peux faire un petit peu l'analogue de ce qui est en temps continu. Donc j'ai une mesure d'équilibre qui est explicite, c'est assez facile à vérifier, qui est pas tout à fait, alors qui est sous forme produit, et en gros, le poids donné au DI là, c'est pas tout à fait gaussien, mais ça ressemble un petit peu à une gaussienne, et c'est centré en U de x moins U d'x plus 1, où U c'est le potentiel de départ. Et alors ça c'est assez sympathique parce que c'est une fonction paire centrée là-dessus, et du coup ça va vouloir dire que en fait, la moyenne de dk, là, c'est exactement ça. Donc si moi ce que je veux c'est apprendre U d'x moins U d'x plus 1, mesurer la moyenne de dk va me permettre de répondre à la question. Donc le résultat qu'on a pu obtenir avec Tony et Benjamin, c'est le suivant. C'était d'essayer de montrer que le processus convergeait bien. Donc on a regardé la loi de xt dt, on a la mesure invariante explicite, on regarde la distance, par exemple en variation totale, là, entre la loi du processus et sa mesure invariante, et on arrive à avoir une convergence exponentielle. Donc c'est plus petit qu'une constante qui dépend de la loi initiale et qui est explicite, multipliée par exponentielle de moins alpha t. Donc on a convergence exponentielle. Le grand C est suffisamment explicite pour permettre de dire, je vais revenir dessus juste sur le transparent suivant, que, en gros, le temps, enfin, pour permettre de justifier la chose assez naturelle qui est que sur le dessin de tout à l'heure, une fois que j'ai passé suffisamment de temps pour mettre du sable absolument partout, je devrais avoir atteint l'équilibre. Ça paraît logique sur les simulations. Là, on a une façon de le justifier, c'est-à-dire qu'au moins en un temps proportionnel à la somme des profondeurs des puits, on devrait voir la convergence à l'équilibre. Et ensuite, alors là encore, il faut faire un petit peu attention parce que ces processus déterministes par morceaux sont assez dégénérés, mais on arrive quand même à, une fois qu'on a cette convergence en relation totale, à en déduire en faisant un peu attention, et pour des observables qui sont raisonnables, un théorème ergodique, une convergence à moyenne temporelle, un théorème limite centrale. Alors la conclusion de tout ça, c'est que si ici je suis dans un cadre où il n'y a plus de y, donc en fait ce que je veux quelque part, c'est apprendre le u, qui est donc la même chose que le f. Et donc ce que je dis, c'est qu'en appliquant le théorème ergodique, si je fais la moyenne du temps que j'ai passé en x moins le temps que j'ai passé en x plus 1, et bien ça va converger vers f de x plus 1 moins f de x. Donc sur le dessin de tout à l'heure, c'est assez naturel. Si vous prenez, il y a le profil rouge. En gros, ce qu'on veut à la fin, c'est apprendre le profil rouge. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait tourner notre algorithme qui met du sable partout. Là. À la fin, on a une grosse montagne de sable bleu. Et puis, ce qu'on dit là, c'est que si on prend la montagne de sable bleu à l'envers, on a reconstruit le profil rouge. On a exactement fait un moulage du profil rouge, et donc on peut retrouver le rouge en connaissant le sable qu'on a mis. Alors là, du coup, c'était pas malin, j'ai inversé le bleu et le rouge, mais alors si le... Non, pardon, ça c'est encore autre chose que je voulais dire là. Un autre point sur lequel je n'ai pas insisté, c'est qu'il y a un truc assez rigolo là-dedans, qui est que, et c'est vrai aussi du modèle continu d'ailleurs, dans les bons cadres, le fait de partir d'un potentiel initial U, ou le fait de partir d'une structure de temps locaux qui est non nulle, donc au départ je dis mon LT, c'est juste le temps que j'ai passé en chacun des points. Donc à l'instant t égale 0, il est 0. Mais après, je pourrais dire, ok, je fais exactement la même chose en modifiant mon point de départ, mes temps locaux, je pourrais décider qu'à l'instant 0, ils sont autre chose.
Et en fait, on le voit bien sur le dessin de tout à l'heure, c'est la même chose. Il y a une correspondance entre dire qu'on marche dans un potentiel U, c'est la même chose que de dire qu'on partait dès le départ avec des temps locaux non nuls. Donc il y a une façon de jouer comme ça en disant, en fait, je peux supposer que le potentiel est constant parce que je peux le faire rentrer dans la configuration initiale des temps locaux. Et du coup, quand je fais ça, la question de la convergence à l'équilibre revient à dire, si jamais je suis dans une configuration comme ça, si jamais mes temps locaux c'est ça, et puis que mon processus il est quelque part là-dedans, combien il va me falloir de temps et comment je vais faire pour revenir à l'équilibre. Et donc il y a une quantité qui est naturelle à introduire et qui est, si actuellement c'est ça ma configuration, j'introduis la somme des aires rouges là, qui est, si jamais je faisais le processus de manière optimale, quelle est la quantité minimale de sable qu'il me faudrait pour égaliser tout le monde. Et en fait, ce qu'on arrive à montrer, c'est que ça capture assez bien la distance entre une configuration quelconque et l'équilibre. Dans le sens où, pour donner quelques mots de la preuve, les outils fondamentaux ici, c'est essayer de construire une fonction de Lyapunov. Et la fonction de Lyapunov, elle me dit quoi? Elle me dit à quel point je suis loin de l'équilibre, en gros. Et j'arrive à la construire grâce à la notion de quantité de sable qu'il me faudrait pour égaliser ma configuration. Donc, fonction de Lyapunov, qu'est-ce que j'essaye de faire? De comprendre comment le processus revient vers l'équilibre, donc revient des régions où mon équilibre, j'imagine que tout le monde est plat, donc comment je reviens des régions qui sont très irrégulières, comme celles que je présentais juste avant. Quelle va être la trajectoire typique pour revenir de ça? Et alors ça, c'est pas très très facile, parce que si on regarde justement cette quantité de sable-là, qui est un petit peu la chose naturelle à regarder, on se rend compte que cette quantité de sable, elle ne peut pas décroître tout le temps, parce que mon processus, il se pourrait qu'il ait la mauvaise idée d'être sur l'endroit où il a déjà visité le plus de temps, là, et puis il a envie d'en partir, mais il n'est pas obligé de le faire tout de suite. Il peut passer un certain temps à l'endroit qu'il a déjà visité le plus. Et quand il fait ça, c'est un petit peu la catastrophe. On s'éloigne de l'équilibre. Et puis si jamais il y a toute une zone un petit peu plate, un plateau comme ça, séparé après de zones qui sont très très basses, et pour aller dans les zones très basses et puis vraiment faire le dessin de tout à l'heure où je remplis tous les trous, il faut que je commence par trouver les trous. Donc il faut que je commence par sortir de la zone éventuellement plate et très élevée. Donc il faut que j'arrive à descendre du plateau. Et alors, pour arriver à formaliser ça et à montrer que la fonction quantité d'air en rouge là, permet bien de construire une fonction de Lyapunov, on a pu mettre à profit des outils qui viennent donc de la littérature des processus autorépulsifs, donc en particulier une étude de la... Alors, elle a plusieurs noms, mais de la vraie self-avoiding walk, un papier de Toth et Veto en 2011, et qui donne, en particulier dans ses résultats clés, un théorème de type théorème de Reinheit. L'idée étant, je me balade sur mon profil de tout à l'heure, là, et puis disons je suis en 0 là, et le théorème de Reinheit, il va me dire ok, je commence avec mon bonhomme en 0, et puis je regarde le processus au moment où j'aurai passé un temps total 4 en 0. Donc il va faire plein de choses, et puis au bout d'un moment, le temps total passé en 0, ce sera 4. Et à ce moment-là, je peux regarder le profil de mes temps locaux. Et ce que disent les théorèmes de type Reinheit, c'est des informations sur justement ce profil des temps locaux en tous les points, quand on arrête le processus au moment où il a passé un certain temps, ici 4, en 0. Et c'est ça qui nous permet, c'est l'utilisation de ce genre de résultats qui nous permet de dire,
OK, si jamais je suis sur un plateau, ça va peut-être me prendre un petit peu de temps de descendre, mais je vais quand même finir par en descendre. Et une fois que je suis dans une vallée, bah là, je suis content parce que je remplis les trous dans la vallée et je reviens vers l'équilibre. Et une fois qu'on a l'existence de cette fonction de Lyapunov, là, il y a toute une machinerie assez classique de Main et Tweedy pour en conclure qu'on a convergence exponentielle vers l'équilibre. Et également les théorèmes de convergence de théorème ergodique et puis le théorème de la limite centrale. Donc la grosse difficulté, là, c'est vraiment de construire cette fonction de Lyapunov. Alors après, on s'est dit, bon, bah, c'est sympathique cette hypothèse de séparation adiabatique. Qu'est-ce qui se passe quand elle n'est pas vérifiée? Alors ce qu'on a pu reproduire, c'est que quand on fait tourner l'algorithme de métadynamique et que l'hypothèse de séparation adiabatique n'est pas vérifiée, il se peut qu'on apprenne autre chose que ce qui est annoncé par une partie de la sagesse populaire. Donc on a mis ça en pratique sur un cas deux-dimensionnel. Donc là, on fait une diffusion dans un potentiel qui a cette tête-là. Donc il a deux puits, là, un puits ici et puis un puits un peu moins profond là. Et on a pris comme petit x l'abscisse et comme petit y l'ordonnée. Donc a priori, X est quand même censé un petit peu gouverner la dynamique lente du processus parce que pour passer d'un puits à l'autre, ben, il faut passer de là à là, quoi. Donc X n'est pas totalement absurde comme choix de coordonnées lentes. Mais si on fait tourner l'algorithme et qu'on essaye, donc ici on s'est arrangé pour pouvoir calculer explicitement l'énergie libre. Et puis on essaye de la prendre et on se rend compte que suivant les paramètres qu'on met dans nos intensités de dépôt, dans nos profils, etc., il y a des cas où ça marche bien et puis des cas où ça devient catastrophique, où on apprend une fonction qui n'est pas du tout ce qui était censé être la cible au départ. Donc quelques petits mots pour conclure. Donc, ce qu'on a introduit, donc d'une part, on a fait la traduction de résultats existants pour voir comment il s'appliquait à ce cas de la métadynamique, et puis on a introduit ce modèle discret qu'on a pu étudier et qui permet de justifier le fonctionnement de cet algorithme de métadynamique, mais dans un cadre de séparation adiabatique parfaite, qui sous-entend qu'on ne regarde que le x tout seul. Par simulation numérique, donc on s'est rendu compte que si l'hypothèse n'était vraiment pas vérifiée, bah, l'algorithme ne marchait vraiment pas. Alors ça peut être vu comme un argument pour utiliser une des variantes de l'algorithme de métadynamique qui consiste à faire un petit peu comme le recuit simulé, de diminuer la quantité de sable qu'on ajoute au cours du temps. Donc au début, on met des gros tas de sable et puis au fur et à mesure, on fait décroître le gamma au cours du temps. Alors ça, il est possible de montrer que ça marche, que ça fait bien la bonne chose, mais au niveau pratique, ce n'est pas non plus forcément la panacée, parce que ça rajoute encore un nouveau choix à faire de comment faire décroître le taux de dépôt. Donc il y a des praticiens qui continuent à utiliser métadynamique, même si on pourrait penser que ça encourage à regarder que la version tempérée. Et alors, ce qui n'est pas totalement clair, et où je pense qu'il y a beaucoup de questions ouvertes, c'est qu'est-ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe c'est mon deuxième point là, qu'est-ce qui se passe dans la presque adiabaticité? Donc, est-ce qu'on peut arriver à mettre un cadre un petit peu formel pour dire, bon, il y a des cas où ça ne marche vraiment pas, il y a le cas parfait où ça marche vraiment bien, mais il manque une analyse peut-être un petit peu perturbative de dire, bon, ben, si je ne suis pas très loin du cas adiabatique, est-ce que ça continue à bien se passer ou pas? Alors une autre question
qui est peut-être un peu plus académique, mais qui est quand même assez énervante mathématiquement, c'est que la preuve qu'on a faite avec les fonctions de Lyapunov là, ne marche que si on prend le processus sur un segment. Donc si on fait vraiment le dessin pour lequel j'ai fait les simulations. Et si on fait une boucle, là, la preuve telle qu'elle ne marche pas directement. Et si on fait un graphe quelconque, on devrait se dire, l'algorithme que j'ai présenté en discret, on imagine qu'il devrait, même pour un graphe quelconque, équilibrer assez vite avec le même genre de comportement. Et ça, pour l'instant, c'est pas clair quelles sont les techniques qu'on pourrait mettre en place pour étudier ça, parce que ce théorème de Reinheit, là, cet outil clé dont on a besoin, casse dès qu'on met une boucle dans l'espace d'état. Et puis, une autre question, c'est, OK, ça converge pas vers ce qu'on avait dit au départ, donc on avait identifié cette espèce d'heuristique d'énergie libre, là, on apprend autre chose. C'est pas dit que ce qu'on apprend soit pas totalement... Enfin, ça pourrait être quand même utile pour faire quelque chose d'intéressant. Et donc voilà, mieux comprendre tout ce genre de résultats, ça pourrait permettre de savoir quel genre de potentiel et quel genre de coordonnées de réaction, donc quel genre de X là, sont traitables, peuvent profiter de cette technique de métadynamique qu'on a étudiée dans ce travail. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.